Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes dernières lectures pour le mois de mai. Je reviens avec cette vidéo avec un petit peu de retard, j'ai pas trop trouvé le temps de filmer ces derniers temps, j'avais une période qui était quand même assez occupée. Donc voilà, du coup ça y est, je prends enfin le temps de vous filmer ce point lecture dans lequel j'ai donc pas mal de récits à vous présenter, comme d'habitude des récits assez variés. Et puis aussi quelques graphiques. Pour commencer, je vais commencer avec un livre audio, c'est un livre audio qui s'appelle Vivre avec les hommes, réflexion autour du procès Pélico. C'est donc un essai qui a été publié par Manon Garcia et c'est donc une journaliste qui a reçu une accréditation pour assister à l'ensemble des audiences du procès de Mazan. C'est un livre audio qui fait à peu près 6 heures en version d'écoute et c'est très bien lu, ça se lit vraiment tout seul et c'est hyper intéressant puisqu'en fait effectivement Manon Garcia va nous parler, va nous présenter le procès Pélico, comment est-ce qu'il se passe, les différentes preuves qui sont amenées, comment se comportent les accusés, comment se comporte Gisèle, comment se comporte son entourage, etc. Mais au-delà de ça, on est vraiment plus sur un récit sous forme d'essai et plus particulièrement d'essai de sociologie puisque ce dont ça parle c'est vraiment qu'est-ce que ce procès dit de notre société, qu'est-ce que la manière dont ce procès est traité dans les médias, etc., dit de notre société, qu'est-ce que ça dit du rapport avec les hommes, du fait de vivre avec les hommes en tant que femme, etc. Et donc c'était ça qui était hyper intéressant dans le récit. Forcément, comme je vous dis, elle parle des différentes preuves qui sont exposées, donc elle parle des détails parfois horribles qui sont racontés pendant le procès, mais pour autant c'est pas fait d'une manière sensationnelle, c'est fait pour nous faire prendre conscience de l'ampleur de la chose. Mais en tout cas pour ma part j'ai trouvé que l'équilibre était plutôt bon de ce côté là, donc ça c'est aussi un point qui m'a plu. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était hyper intéressant, ça parle vraiment donc, voilà, des rapports entre hommes et femmes, du consentement, des dynamiques familiales et notamment des dynamiques familiales incestueuses, etc. Enfin de plein de sujets hyper intéressants et vraiment voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous recommande vraiment si vous avez envie de lire un texte à ce sujet, si ça vous intéresse d'explorer à ce sujet-là. Pour ma part, donc je l'ai lu en version audio, il est vraiment très bien lu, si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas. Ensuite, je me suis lancée dans Bone Season par Samantha Shannon, puisque Samantha Shannon avec Rebecca Kang et une autre autrice dont j'ai oublié le nom faisait partie de la tournée de Saxus et donc elles sont venues en dédicace à Nantes et donc j'habite pas très très loin de Nantes donc j'en ai profité pour y aller et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de lire Bone Season avant. Donc les Bone Season sont en train de ressortir actuellement dans des éditions collector et il s'agit d'éditions qui ont été révisées, donc le texte a été modifié, a été amélioré. Et donc le 5e tome c'est le dernier, il est sorti maintenant en français et pour l'instant il y a 4 tomes qui sont disponibles en poche, mais du coup pour les poches eh bien, il s'appuie sur les anciennes versions qui sont pas juste des anciennes traductions mais vraiment les anciennes versions écrites et qui ensuite, donc quand Samantha Shannon les a réécrits, il y a eu des retraductions et donc des republications. Mais voilà, du coup pour l'instant la nouvelle version n'est disponible que dans les collectors qui coûtent entre 28 et 30 € le tome. Donc voilà, je me suis lancée vers la version poche, même si on m'a dit que c'était mieux fait dans la nouvelle version, que c'était un peu plus fluide, etc. Tant pis. Donc pour ce récit-là, on est donc sur un récit d'urban fantasy qui se passe dans une version alternative de Londres, dans laquelle il y a une très très grande mafia qui règne, avec vraiment des quartiers qui sont assez compliqués, qui sont régis par différentes mafias. Il y a tout un tas de pouvoirs, et notamment des pouvoirs dont on tient la puissance à partir d'air, et ça agit donc voilà, vraiment comme une sorte de drogue, d'où toute cette mafia qu'il y a autour. Et donc nous, notre personnage principal, elle s'appelle Paige, et donc effectivement, elle fait partie de l'une de ces mafias, et donc au début du récit, on la suit dans son quotidien, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là, sauf qu'ensuite, elle va se faire arrêter, et elle va être envoyée dans une sorte de prison, dans laquelle on envoie tous ceux qui ont des pouvoirs et qui sont arrêtés. Et donc le but de cette prison, c'est de voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de ces gens qui ont des pouvoirs et s'ils vont pouvoir les utiliser pour les mettre au service des gens qui sont les dirigeants. Et donc on découvre à ce moment-là qu'il y a également d'autres espèces qui existent sur Terre que les humains dotés ou non de pouvoir, ça dépend lesquels. Donc voilà, du coup on est sur un système de magie qui est quand même assez compliqué, avec pas mal de formes de magie différentes, plusieurs espèces différentes, etc. Donc c'est quand même un univers qui est assez développé. Pour autant, j'ai trouvé qu'on s'y retrouvait assez bien. Il y a un lexique à la fin, au début il y a différentes annexes qui permettent de comprendre un peu les différents pouvoirs qui existent. J'ai trouvé que les personnages étaient plutôt attachants, malgré le fait que voilà, ce sont des bandits, ils travaillent dans la pègre, ils n'ont pas que des actions qui sont très positives, mais pour autant voilà, je trouvais qu'ils étaient assez attachants. Par contre, effectivement, j'ai préféré plutôt le début dans la pègre que la suite, qui pour moi du coup se rapprochait un peu plus de choses que j'ai déjà pu lire. Et puis
Il y a une romance qui commence à s'installer dans ce tome 1 et j'ai pas trop compris l'intérêt de cette romance et j'ai pas été très convaincue non plus par cette romance. Je me doute bien que cette romance va avoir un rôle important dans les 4 tomes suivants, mais à ce stade du récit, ça m'a pas plus emballé que ça de la voir et je trouvais que c'était pas trop nécessaire. Donc je suis un peu partagée par rapport à l'univers, etc. Je suis quand même curieuse de lire la suite. Chaque tome fait en poche à peu près 600, 700, 800 pages, quelque chose comme ça, donc ils sont quand même assez longs. Donc voilà, je suis quand même curieuse de lire la suite, je verrai si je me lance, je pense que je lirai au moins le tome 2, et puis à voir après si je continue ou pas. On reste sur de la fantasy avec le tome 1 de Threads of Power, donc par Willy Schwab. Alors c'est un tome 1, mais plus exactement c'est le tome 1 d'une deuxième série, puisque c'est une série qui se passe dans l'univers de Shades of Magic, par Willy Schwab, qui est pour moi une série que j'avais beaucoup aimée, qui est une trilogie de fantasy. Et donc Threads of Power c'est vraiment une suite directe, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes personnages, du moins ceux qui ont survécu, et puis on en a également d'autres, mais vraiment c'est une suite directe. Ne lisez pas ce livre aussi si vous n'avez pas lu avant Shades of Magic, c'est pas une bonne idée. Vous risquez d'être complètement paumé et de ne pas apprécier la lecture, donc ce serait juste dommage. Dans l'univers de Shades of Magic, si vous ne le connaissez pas, on est donc sur un univers dans lequel il y a plusieurs mondes qui sont superposés les uns aux autres, et notamment au-dessus de la ville de Londres, il y a donc 4 Londres différents qui sont superposés. Ce sont des Londres qui sont très différents les uns des autres, il n'y a pas beaucoup de modes de communication entre eux. Donc on a d'un côté le Londres gris qui est dépourvu de magie, qui est donc notre monde à nous du quotidien, pas de notre époque actuelle, plutôt l'époque un petit peu révolution industrielle, etc. Ensuite on a le Londres rouge dans lequel se passe la plupart du récit, et le Londres rouge pour le coup c'est un Londres très foisonnant de magie à l'inverse. On a également le Londres blanc, on sait que c'est un monde dans lequel il y a eu de la magie comme dans le Londres rouge, sauf qu'il s'est passé des choses et que du coup la magie a été très contrainte et qu'elle n'existe quasiment plus. Et puis il y a également le Londres noir, et pour le coup le Londres noir lui a été complètement banni, complètement vidé, etc. et complètement fermé d'accès. Et donc comme je vous disais, en théorie on ne peut pas passer d'un monde à l'autre, et les habitants des différents mondes ne savent pas l'existence des autres mondes, à l'exception des familles royales et de personnages qui s'appellent des Antari, qui sont donc dotés d'un pouvoir qui leur permet par une magie du sang, donc de leur propre sang, de passer d'un monde à l'autre. Et donc c'est de tout ça dont parle le récit. C'est un récit de fantasy avec pas mal de complots à l'intérieur, des personnages hyper attachants, et j'ai adoré la série. Pour ce qui est du coup de Threads of Power, on est sur un récit qui fait quand même 750 pages, mais j'ai trouvé que ça se lisait vraiment bien. Le début est assez lent, c'est vrai qu'au début il y a des personnages qu'on nous présente, et puis pour certains on va mettre parfois 200 pages avant de les recroiser à nouveau, donc voilà, c'est quand même assez long au départ, mais par contre l'univers est hyper chouette. Il y a de nouveau d'autres endroits, ou alors des endroits qu'on avait juste vus rapidement, qui sont davantage explorés par les personnages. Comme je disais, on retrouve certains anciens personnages et j'étais super contente de les revoir, et en même temps il y a d'autres nouveaux personnages et ils sont super intéressants aussi. Donc voilà, vraiment j'ai trouvé que c'était hyper chouette. J'ai complètement dévoré les 750 pages, je les ai lus hyper rapidement, et vraiment voilà, une très belle lecture pour ma part. Ça a été un petit coup de cœur et j'ai hâte de lire la suite. Par contre pour l'instant il n'y a aucune information par rapport à la sortie du tome 2. Ce tome 1 est sorti il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant, et c'est vrai que Willy Schwab a quand même un rythme de publication qui est assez important. Depuis elle a sorti d'autres récits, mais voilà, pour l'instant pas de nouvelles par rapport à la suite, donc j'espère qu'on en aura prochainement parce que j'ai hâte de lire ça. Ensuite on va passer à 2 livres audio assez courts. Le premier des 2 il s'appelle L'Hôtel, c'est écrit par Daisy Johnson et c'était présenté comme étant un classique du gothique, et moi c'est ce qui m'avait donné envie de le découvrir. En fait c'est un récit qui est sorti très récemment et qui n'est pas un roman classique, mais voilà, donc je me suis un peu fait avoir par la manière dont c'était vendu, et puis en plus de ça c'est pas vraiment un roman puisqu'en fait c'est plus une sorte de recueil de nouvelles de différentes histoires qui se passent à différentes époques autour d'un manoir, d'un hôtel. Voilà, et donc on suit un peu tout ça, mais il n'y avait pas forcément énormément de liens entre eux. J'ai pas accroché au début du récit qui se passe vraiment à notre époque actuelle avec des téléphones, etc. alors que moi je voulais lire un truc d'ambiance gothique. Ensuite la suite peut-être un peu plus, mais j'étais pas non plus hyper passionnée par les différentes nouvelles qu'il y avait, et du coup j'ai décidé d'abandonner ma lecture. Je me suis arrêtée à peu près à une trentaine de pourcents, à peu près après 1 heure d'écoute, en sachant que c'est un titre qui doit faire peut-être 3 heures d'écoute, donc c'est pas très long. Mais voilà, je me suis arrêtée là, ça me donnait pas envie de poursuivre au-delà. Et le deuxième que j'ai lu, il s'agit de L'Orpheline du Temple par Victoria Mass. C'est un titre lui aussi qui est assez court, pareil, il doit faire à peu près 3 heures d'écoute.
Et pour être honnête, j'ai un petit peu hésité à l'abandonner aussi parce que j'étais pas spécialement pressée d'y retourner et que j'ai pas eu beaucoup d'attachement pour ce qui se déroulait. Mais ce qui m'a fait tenir pour le coup, c'est que bon, déjà j'aime vraiment bien Victoria Mass, en tout cas je l'avais beaucoup aimé avec Le Bal des Folles qui était son premier récit. J'avais pas énormément accroché au récit qui s'appelait Un Miracle qui était sorti en deuxième, ce qui me fait dire que là avec un troisième sur lequel je suis un peu mitigée, je ne sais pas trop si je vais continuer à la lire ou pas. En tout cas ce qui m'a plu dans ce récit là, c'est que pour le coup j'aime beaucoup l'écriture de Victoria Mass, elle a vraiment une très belle plume. Et puis ce récit-là parle d'un fait historique réel et je trouvais ça intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on voit énormément, puisqu'en fait c'est l'histoire donc de la Dauphine au moment de la Révolution, c'est-à-dire que quand Louis XVI et Marie-Antoinette sont arrêtés et guillotinés, et bien ils ont des enfants à ce moment-là, et notamment ils ont une fille qui est donc la Dauphine et qui va donc être enfermée au temple. Et donc nous on suit à la fois un petit peu son récit et en même temps surtout le récit de l'un de ses gardes. Comme c'était pas très long, je l'ai quand même poursuivi, je l'ai terminé, mais ce sera pas une lecture inoubliable. Et du coup pour terminer du côté des romans, on revient à de la fantaisie avec cette fois-ci un dernier tome, puisqu'il s'agit du tome 3 du Cycle des Secrets par Manon Fargeton. Donc ce tome 3 s'appelle Le Palais des Géants et donc c'est le dernier tome, comme je vous le disais, de la série. On est sur une série qui est publiée chez Gallimard Jeunesse, donc qui s'adresse plutôt à un public adolescent. Et dans ce récit-là, on est donc sur un univers de fantasy dans lequel toute la magie est tirée du poids des secrets. Donc plus un secret est rare et plus il concerne une personne importante et plus ce secret peut avoir un impact si jamais il était dévoilé, plus la magie qu'on peut en tirer est forte. Sauf que tout le monde ne peut pas utiliser de la magie, mais seulement certaines personnes qui sont des magiciens, qui sont des personnes qui existent depuis très 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 longtemps, qui ont traversé les âges, d'une manière qu'on nous explique dans le récit. Mais voilà, en tout cas leur magie est vraiment tirée de ça, donc forcément ça veut dire que c'est un univers dans lequel il y a énormément de complots, d'intrigues, de faux semblants, parce que voilà, tout le monde veut protéger ses secrets, et ça en fait un univers qui est quand même assez intéressant, surtout voilà, si vous aimez la fantasy un peu de complot, d'intrigue, c'était vraiment chouette. On est avec un personnage qui s'appelle Laura, qui est la fille d'une guilde de marins, mais elle est dans une guilde de marins, mais elle vit plutôt à terre, elle est la fille de gérant d'une exploitation, et elle va se retrouver tirée au sort, comme c'est le cas tous les 3 ans je crois, pour siéger à l'Assemblée en quelque sorte. Elle se retrouve envoyée là-bas. Et c'est un petit peu particulier parce que d'un côté, le clan des marins, ils sont contents d'avoir quelqu'un qui va la représenter parce qu'il n'y en a pas forcément en fonction des tirages au sort qui concernent absolument toutes les franges de la population. Et d'un autre côté, ils considèrent un peu que Laura c'est une fausse marine en quelque sorte vu qu'elle ne navigue pas. Mais voilà, du coup Laura va se retrouver vraiment plongée dans toutes ces intrigues de cour. Et tous ces jeux politiques, etc. Et c'était vraiment hyper intéressant, donc pour ça j'ai beaucoup aimé. Dans ce tome 3 en particulier, on a du coup vraiment tous les fils du destin de tous les personnages dont on voyait un petit peu les liens, mais de manière assez lointaine, vont vraiment se regrouper pour le coup dans ce tome 3. Ce sont des personnages qui sont vraiment amenés à évoluer, et s'ils évoluent, c'est parce qu'ils se remettent en question. Et ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie dans les récits, et ce sont des personnages qui globalement ne sont pas épargnés, il va y avoir pas mal de décès dans ce dernier tome. Donc voilà, c'est pas mon tome préféré de la série, mais pour autant j'ai plutôt bien apprécié. J'ai un petit bémol par rapport à la conclusion, vraiment la toute fin de la série, mais c'est globalement un mécanisme de fin de série ou de roman que moi j'apprécie pas particulièrement, même s'il est cohérent par rapport au récit. Voilà, moi c'est une manière de faire qui me plaît pas forcément. J'ai beaucoup aimé dans ce tome 3 du coup suivre la suite de l'histoire de Laura, également l'histoire de la Compagnie des Flammes, qui est donc une compagnie de femmes qui est créée et qui est très intéressante et qui est très chouette et qui amène plein de réflexions hyper intéressantes. Et puis à côté de ça, j'ai un peu moins aimé tout ce qui concernait Myst et Nox, qui sont donc justement 2 magiciennes, une magicienne et une espionne, et j'ai un peu moins aimé tout ce qui les concernait. J'ai pas trop compris le choix de l'autrice par rapport à elles deux, et je trouvais que ça n'avait pas forcément de sens ce qui leur arrive par rapport au récit. Donc voilà, de ce côté-là, je dois dire que ouais, j'étais un peu plus mitigée. Mais voilà, en tout cas je suis très contente d'avoir lu cette série, c'est vraiment une série de fantasy que je vous recommande. Les tomes sont un petit peu épais, mais vraiment ils se lisent très facilement. Ils font à peu près 500 pages, mais c'est vraiment de la mise en page très très aérée. Pour l'instant il y a le premier tome qui est disponible en poche, je sais pas si le deuxième est déjà sorti en poche, peut-être pas encore, mais à mon avis ça devrait pas trop tarder, et donc la série est terminée en 3 tomes.
Pour terminer, je vais vous parler de plusieurs lectures graphiques. Tout d'abord, j'ai lu une bande dessinée, un roman graphique plutôt, qui s'appelle Le Temps des Pivoines. C'est écrit par Ocha et Maxime Belloche. Ce sont deux auteurs que je ne connaissais pas. Et donc c'est un roman graphique avec un style graphique qui est quand même assez particulier, assez reconnaissable, assez fidèle à la couverture, qui se passe dans l'Anjou médiéval et dans lequel on va suivre particulièrement le destin de deux hommes qui sont assez différents l'un de l'autre. D'un côté, on a un meunier qui est très respecté, qui vit vraiment très intégré dans toute la communauté, etc. Et puis de l'autre, on a un seigneur qui est lui pour le coup très cruel, très égoïste et qui vit vraiment un peu reclus dans son château. Et on va voir un petit peu en quelque sorte leur rivalité au fil des années. C'est un récit qui se passe sur plusieurs décennies. On voit du coup les amours, des guerres, des pertes, des deuils, des moments très compliqués de la vie notamment du meunier puisque c'est lui, plutôt lui notre personnage principal et sa fille. Et voilà, il y a certaines scènes qui sont très belles et très douces et d'autres passages effectivement qui sont plus durs, plus sanglants, plus difficiles entre effectivement toutes les guerres, toutes les pertes qu'il peut y avoir, etc. Donc voilà, c'est un récit en tout cas que j'ai plutôt bien apprécié, c'était assez original et le dessin aussi, le trait de dessin était assez original. Donc j'ai plutôt passé un bon moment avec, je suis contente de l'avoir découvert. Et ensuite je me suis lancée dans The Song About Green, donc le tome 1 et le tome 2. C'est un manga qui est sorti en format semi-poche. Il est sorti je crois au mois d'avril ou au mois de mai, c'est une sortie assez récente. Et donc c'est dans un format plus grand qu'un manga classique. Chaque tome fait à peu près 290 pages, quelque chose comme ça, et c'est donc une série qui est complète en 2 tomes, terminée en 2 tomes, les 2 tomes sont sortis en même temps. On est donc sur le récit de 2 jeunes adultes qui vivent à Taïwan et qui sont tous les deux liés avec le Japon, donc le récit se passe un peu entre Taïwan et le Japon. D'un côté, on a une jeune femme qui a quitté sa petite province pour venir faire ses études à Taipei, donc la capitale de Taïwan, et puis de l'autre côté, on a un jeune homme qui lui est musicien et qui travaille dans un bar. Ils vont se rencontrer, ils vont nouer une amitié, et ils vont notamment beaucoup développer leur amitié autour de leur passion commune pour la musique. C'est ce qui va vraiment les lier entre eux. J'ai beaucoup aimé particulièrement les dessins qui sont vraiment très très beaux sur cette série. Les couvertures sont très jolies et c'est assez fidèle au style graphique qu'il y a à l'intérieur. On est sur des dessins en noir et blanc mais vraiment avec un trait de dessin très détaillé et je trouve ça très chouette. C'est un récit qui parle de plein de thématiques intéressantes, qui parle beaucoup de mélancolie, de solitude, de culpabilité, d'anxiété, de santé mentale en général, de questionnement autour de ce qu'on veut faire dans sa vie. De la quête du bonheur, du fait aussi de trouver sa place dans l'âge de la vingtaine, de trouver ce qu'on veut faire de sa vie. Et puis ça parle aussi d'amour qui n'est pas réciproque. Donc voilà, j'ai plutôt bien apprécié. J'ai plus aimé le tome 1 que le tome 2. J'ai plus aimé l'ambiance en fait, l'atmosphère qui se dégageait du tome 1. Mais voilà, en tout cas pareil, je suis contente d'avoir découvert cette biologie, elle me faisait vraiment super envie. Donc voilà, je suis contente de m'être lancée. Et puis pour terminer, un petit manga, j'ai lu Le Voyage d'Ours Lune. On est de nouveau sur un récit qui est sorti en format semi-poche et qui est sorti aux éditions du Renard Doré. Donc on est sur un récit en tome unique dans lequel on suit l'histoire d'un ours et d'une corneille qui vont entreprendre un voyage. Et donc c'est un peu une quête initiatique dans laquelle on va parler d'eux. L'ours espère retrouver des ours parce que il est en tout cas dans la forêt, dans le coin dans lequel il vit, il est le dernier ours qui existe et il a entendu dire qu'il y avait un endroit où il pourrait y en avoir d'autres, donc voilà, du coup il va entreprendre tout ce voyage là avec une corneille et du coup c'est l'occasion de se poser pas mal de questions, même si c'est un ours et une corneille, et ils discutent entre eux et puis voilà, du coup ça permet d'aborder différents sujets. J'ai trouvé ça doux et mignon, il y a un sujet écologique qui est vraiment important dans le récit. Et le sujet écologique, l'auteur a décidé pour l'appuyer de faire intervenir des humains à un moment. Donc les humains ne vont pas parler avec l'ours et la corneille, ils se croisent même pas forcément, ils se croisent de loin quoi. Mais j'ai trouvé que c'était pas forcément nécessaire, que ça rendait le propos peut-être un petit peu plus lourd. Donc oui, j'ai trouvé que c'était plutôt une jolie découverte. C'était un titre que j'étais curieuse de lire depuis sa sortie, donc je suis contente de l'avoir lu. Mais je l'ai emprunté en médiathèque et effectivement c'est pas un récit... si je l'avais acheté, c'est pas un récit que j'aurais gardé dans ma bibliothèque parce que je l'ai pas trouvé si mémorable que ça. J'ai trouvé ça mignon, mais bon, voilà, ça s'arrête un peu là. Donc voilà, sur ce j'en ai donc terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie peut-être de découvrir certains de ces récits. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu certains, s'il y en a certains qui vous tentent, ou bien à me dire ce que vous êtes en train de lire. Et sinon pour ma part, eh bien, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!